a Shannon Seban qui est avec nous, candidate Renaissance. Merci Shannon d'être avec nous. Alors, vous présentez en plus en face de Mathilde Panot. Oui. Alors, avec ce qu'elle a fait aujourd'hui, Mathilde Panot, on a vu qu'elle était mauvaise en géographie il y a quelque temps. Elle est mauvaise aussi en histoire. Elle est mauvaise en calcul. Je sais pas ce qu'elle a fait comme étude, mais à mon avis, ça devait pas être facile. Elle devait faire beaucoup de cours du soir. Mathilde Panot, donc vous êtes en face de Mathilde Panot. Je vous ai vu distribuer des tracts sur les réseaux, etc. Je vous ai vu des petites vidéos de vous. Comment ça se passe déjà la campagne ? Très bien. Très bien. Mieux que Raphaël Glucksmann, parce que j'ai vu Raphaël Glucksmann, il n'est pas bien accueilli. À chaque fois qu'il va quelque part, c'est un enfer. Oui. Non, très bien, parce qu'effectivement, moi, vous savez, cette candidature, c'est pas une candidature qui est liée au hasard. C'est une candidature que j'ai choisie parce que je voulais aujourd'hui me présenter face à Mathilde Panot, qui est effectivement députée sortante de cette circonscription, mais qui est d'abord et avant tout présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale et qui incarne, si vous voulez, la bordélisation du pays, le non-respect de nos institutions, le communautarisme, le clientélisme électoral et bien évidemment, l'antisémitisme, qui fait partie de mon combat. Donc c'est bien aujourd'hui de dénoncer l'antisémitisme, mais moi je préfère combattre les antisémites. D'où aujourd'hui ma candidature face à Mathilde Panot. Justement, de ce que j'ai dit il y a un instant sur Corinne Maziero, par exemple, qui appelle à voter contre le Rassemblement national, j'ai dit que voilà, dans ces cas-là, ces personnes qui appellent à voter ou contre voilà, le Rassemblement national, pourquoi il n'y en a aucune qui appelle à voter contre le Front populaire avec tout ce qui s'est passé et toutes les déclarations qu'ils ont faites? Je crois que on peut pas ici en faire une généralité. Regardez, Kylian Mbappé a tout de même eu une déclaration très forte en appelant à voter contre les extrêmes. Non, je crois que c'est vous qui avez, c'est vous qui avez, c'est tous les politiques qui ont voulu se faire plaisir et qui ont dit voilà, il a voulu dire ça. Mais il a dit qu'il était quand même d'accord avec Marcus Thuram, c'est la première phrase qu'il a dit. Et après, voilà, Kylian Mbappé est juste un peu plus malin que les autres, c'est tout. Ce que j'ai retenu, c'est tout. Non, mais ce que j'ai retenu in fine, c'est que le message, c'était tout de même de voter contre les extrêmes. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, et je vous le dis parce que je le vois dans la circonscription dans laquelle je me présente aujourd'hui, moi, j'ai envie de pousser un coup de gueule à votre antenne, Monsieur Hanouna. Avec grand plaisir. Allez. Et je vous le dis, voilà, sans aucune ambiguïté. Je voulais profiter de votre antenne pour le faire. Moi, je viens du 93. Je viens du 9-3. Je suis une enfant des quartiers populaires. Vous êtes né où? Je suis née à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. J'étais au Lilas. Eh ben, on était voisins. Ça me fait plaisir. Salut. Alors, et donc effectivement, j'ai grandi à Rosny-sous-Bois, où je vis encore aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que je suis née d'un père algérien, d'une mère marocaine, et j'ai toujours grandi dans un environnement multiculturel. Et donc moi, aujourd'hui, quand je vois certains partis politiques qui, à des fins de clientélisme électoral, manipulent aujourd'hui le suffrage de nos compatriotes de confession musulmane, de confession de tous ces compatriotes-là, en plaçant le conflit israélo-palestinien au cœur de leur campagne, d'abord des européennes, puis au cœur de leur campagne des élections législatives, ça m'agace. Moins des législatives. Ça m'agace. Prima Hassan a disparu. Venez aujourd'hui dans la 10e circonscription du Val-de-Marne et vous verrez à quel point nous votons pour notre pays. Et moi, je ne suis pas dupe par ailleurs du Rassemblement national, qui se disent aujourd'hui être le meilleur bouclier pour les Juifs de France, mais qui en vérité ont changé de bouc émissaire. Il y a quelques années, c'était nos compatriotes de confession musulmane. Aujourd'hui, on voit bien finalement que le projet du Rassemblement national, c'est de s'attaquer à nos compatriotes de confession musulmane, de faire un lien systématique entre immigration et délinquance, et de dire d'un coup d'un seul, nous sommes les boucliers pour les Juifs de France. Je veux juste rappeler qu'on a un candidat qui vient d'être démis de ses fonctions, en tout cas dont l'investiture législative a été retirée en disant que le gaz a sauvé les Juifs. Oui, et ils l'ont fait assez rapidement, alors que le Front populaire, je suis désolé, il y a des candidats quand même qui posent énormément de problèmes et ils ne bougent pas. Nous sommes d'accord. Au moins, eux, ils bougent. Enfin, ce que je dis à chaque fois, voilà, je dis, mais quand j'entends je suis désolé, aujourd'hui, vous voyez les sondages des Français. Aujourd'hui, le Front populaire, on le voit, fait énormément peur aux Français. Je le vois, c'est le sondage qui est sorti, Gauthier Lebray. Voilà, on le voit. Après, Shannon Seban, est-ce que vous y croyez encore? On a vu les derniers sondages encore sortir ce matin. Vous remontez un petit peu la majorité présidentielle, le groupe Ensemble, mais vous êtes quand même très très loin quand même du Rassemblement national et encore un peu loin quand même du Front populaire. Est-ce que vous y croyez encore? Bien évidemment, sinon je ne serais pas engagée dans cette campagne des élections législatives et je ne serais pas aujourd'hui devant vous. Bien évidemment que j'y crois, parce que j'ai foi en les Françaises et les Français, parce que j'ai foi en notre pays, j'ai foi en la grandeur de notre nation. Et je vous donne ici un retour terrain qui date de ce matin. J'étais encore devant le RER d'Ivry-sur-Seine à distribuer des tracts. Bien évidemment que le Rassemblement national fait peur à nos concitoyens, tout comme le Front populaire fait peur à nos concitoyens. Aujourd'hui, le combat qu'on doit mener, c'est le combat contre les extrêmes et surtout le combat pour faire triompher la République face à ceux qui veulent l'éteindre. Alors, justement, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Est-ce que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop tard? Moi, je vais vous dire, j'ai énormément de gens, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, qui m'appellent, qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent, Cyril, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour le 30 juin? Qu'est-ce qu'on fait pour le 7 juillet? Et la première phrase qu'ils me disent,
on est d'accord que ensemble c'est mort. Ça sert à rien de voter pour eux, puisque ça va être entre le Front Populaire et le Rassemblement National. Donc ils me disent, il faut faire ou front contre le Front Populaire ou front contre le Rassemblement National, mais il faut qu'on choisisse notre camp. Ils me disent tous à peu près ça, je vous le dis, les gens se disent, et j'ai peur pour vous qu'il y ait un vote utile, même au premier tour, hein, d'ailleurs, les gens se disent, aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression, et je le dis, Shannon, et ça me fait pas plaisir de vous le dire, parce qu'en plus je vous aime bien, vous le savez, j'ai l'impression que vous êtes disqualifié tout seul. C'est ce qu'a dit un peu Édouard Philippe hier. Hein. J'ai l'impression que la majorité présidentielle s'est disqualifiée toute seule par le biais de cette dissolution et par la prise de cette décision du président de la République. Je suis sûr que même vous ne vous y attendiez pas du tout, et je pense que vous vous dites que c'est une énorme bêtise. Non. Non, c'est pas possible de pas vous dire ça. Non, je vous le dis. Et pour rebondir sur votre première phrase, vous savez, moi, je suis une femme qui est extrêmement combative, une femme qui est engagée. Donc, quand on aime son pays, on se bat. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le match... vous savez, tant que l'arbitre il a pas sifflé la fin du match, rien n'est joué. Mais cette prise de risque, vous ne pensez pas qu'elle était insensée? Non, cette prise de risque, elle était nécessaire parce qu'il fallait mettre les uns et les autres et tous les guignols vociférer à l'Assemblée nationale face à leurs propres responsabilités. Vous, il n'y avait pas le choix. Et donc, non, mais on ne pouvait pas. Mais tant mieux. Mais c'est une preuve de respect envers nos concitoyens. C'est une preuve de respect. Shannon, est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'Assemblée nationale, à partir du 7 juillet, vous vous rendez compte qu'il est très 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 probable que vous soyez vraiment minoritaire. Ça veut dire que vous allez avoir entre 80 et 100 députés, quand le Rassemblement National va en avoir plus de 200, et la France Insoumise environ entre 100 et 150, enfin le Front Populaire. Donc vous vous rendez compte que pourquoi ce timing, on ne comprend pas ce qu'a fait le président de la République. On dirait qu'il a voulu jouer un match. C'est un mec qui a fait 2 semaines de tennis, qui veut jouer un match contre Alcaraz. Il s'est dit, tiens, je vais peut-être le gagner. Non mais, je vous jure, franchement, il avait le temps, il y avait encore 3 ans. Il aurait pu prendre des mesures, dire, voilà, je vais changer le gouvernement, je vais remanier le gouvernement après cette claque aux européennes. Ça veut dire qu'on est dans le faux, on va prendre telle mesure. Parce qu'on a l'impression, Shannon Seban, je vous dis la vérité, on a l'impression que ils se sont tous réveillés, et là, depuis une semaine, ils nous sortent des mesures tous les jours, le gouvernement. Ils étaient au gouvernement pendant 7 ans, ils nous parlaient de rien, et là, depuis une semaine, c'est tous les jours une mesure, et on va faire ci, on va faire ça. Les Français, ils se disent quoi? Je vous dis franchement, Shannon Seban, ils se disent, mais ils nous prennent pour des jambons. C'est pas possible. Et là, ils savent qu'ils sont en danger. Ils veulent qu'on vote pour eux. Et le Premier ministre Gabriel Attal, il sort une mesure tous les jours. On a un bilan pendant 7 ans. Non, le bilan. Bruno Le Maire qui fait tous les plateaux en disant que c'est un génie. Excusez-moi, alors j'ai rien contre Bruno Le Maire. Il aime bien, mais Bruno Le Maire, c'est quand même, il est incroyable, lui. C'est un mec, il a perdu. C'est-à-dire, c'est un mec. Il revient de colo. Et il a dragué toutes les filles. Il en a pas chopé une, mais il dit que c'est le beau gosse de la colo. Vous pouvez pas dire. La situation économique de la France est catastrophique. Et Bruno Le Maire, il vient sur les plateaux télé, là, tout tranquille, le sourire aux lèvres, et il explique à tout le monde que c'est un génie. Monsieur Hanouna, vous savez mieux que moi déjà, pour rebondir sur quelques points, que si le président de la République n'avait pas tiré de décision, en tout cas de conséquences rapides du vote qui a été celui des élections européennes, on le lui aurait reproché de balayer d'un revers de main les résultats de ces élections européennes et de ne pas agir. Et maintenant que le président de la République ose prendre ses responsabilités en prenant une décision qui est courageuse et en redonnant la parole aux Français, on le lui reproche. Alors moi, je ne sais plus où est-ce qu'on va. Et puis ensuite sur Bruno Le Maire, parce que moi j'ai aussi beaucoup de respect. Excusez-moi, Bruno Le Maire, beaucoup de respect pour cet homme. Aussi, mais il ne peut pas aller sur les plateaux de télé. Non, mais attendez, les Français, si on avait... Attendez, le déficit budgétaire, si vous me permettez, monsieur Hanouna, la situation économique dans laquelle nous sommes actuellement, elle ne date pas il y a 5 ans ou il y a 7 ans. On a accumulé un certain déficit, et vous le savez mieux que moi, qui date d'il y a plus de 7 ans. Et pourquoi est-ce qu'on l'a creusé? Parce que nous avons fait le choix très courageux de protéger nos concitoyens, que ce soit lors de la crise de la Covid-19, avec le quoi qu'il en coûte, avec le fonds de solidarité qui a permis de protéger nos entreprises, et notamment avec les mesures contre l'inflation pendant la crise de la Covid. Je parlais de l'extrême milieu. Je parlais de l'extrême milieu. Vous êtes, pour moi, en ce moment, de plus en plus dans l'extrême milieu. Et tout ce que vous avez fait durant ces dernières années, c'était de l'extrême milieu. Même si vous avez essayé d'aider les Français, je vous le dis, à un moment, vous saviez bien qu'à un moment, ça allait vous retomber sur la gueule. Je suis désolé. À un moment, quand on applique la planche à billets et qu'on croit que voilà, c'est un puits sans fond, à un moment, on savait bien que ça allait vous retomber sur la gueule. Donc à un moment, il fallait prendre... Exactement. À un moment, il fallait dire... Bon, on vous a aidé là-dessus. Les Français comprennent très bien quand on leur explique. Mais on va devoir faire des mecs... on va devoir faire des grosses coupes quelque part. Mais à un moment, vous
je vous dis la vérité, vous voulez tout. Ça veut dire que vous voulez le quoi qu'il en coûte, vous voulez qu'on continue à aider tout le monde, vous voulez qu'on continue... C'est exactement ce que propose le Front Populaire et le Rassemblement National. Je suis désolée, excusez-moi, mais le Front Populaire aujourd'hui, Monsieur Hanouna, si vous avez regardé leur programme économique, c'est la gratuité sur l'eau, sur l'électricité, sur les transports, le SMIC à 1600 €, la retraite à 60 ans, mais arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pas... Et du côté du Rassemblement National, c'est la même chose. C'est 140 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an, mais réveillons-nous. Et puis c'est le grand reniement national. Le lundi, c'est on baisse aucune taxe. Le lendemain, ils reviennent sur leur proposition. Mais arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Oui, mais juste, Shannon Seban, je vais vous dire pourquoi votre discours... Et moi, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Vous savez que vraiment, j'essaie de vous écouter. Vous savez que vous êtes face à Mathilde Panot, en plus. Il faut vous fassiez le max pour essayer... Bien sûrement. Vous savez que moi, je suis même pas politique. Moi, là, c'est vrai que Mathilde Panot, elle m'aime pas beaucoup. Elle a pas de poster de moi dans sa chambre. Mais je vous dis, le problème que vous avez, Shannon Seban, je vous jure, c'est que les Français ne vous croient plus. Les Français ne vous croient plus. Quand vous dites aux Français que les autres, que ce soit le Front Populaire ou le Rassemblement National, ils ont des programmes qui tiennent pas la route, ils se disent quoi, les Français? Ils se disent, mais ils ont quoi? Ils ont peut-être un programme qui tient la route? Ça fait 7 ans qu'il est là. On n'a rien qui va. La police n'a pas de... La police, ça va pas. Ils n'ont pas de moyens. Les écoles, c'est catastrophique. Les hôpitaux, c'est catastrophique. La sécurité, c'est catastrophique. Les Français, les agriculteurs, c'est catastrophique. Les Français, ils ont rien à manger, ils ont pas rien, ils ont rien dans leur poche à partir du 10 du mois. Vous êtes assez cynique, là. Et ils se disent, on a payé énormément d'impôts. Enfin, on a une dette qui n'a jamais été aussi importante puisque c'est maintenant le premier budget de l'État. Ça veut dire la dette, le remboursement de la dette aujourd'hui en France, on le redit sur Europe 1, c'est les intérêts de la dette. Ça veut dire que c'est la première dépense de l'État. Donc forcément, excusez-moi Shannon Seban, les Français ils se disent quoi? Ils se disent peut-être que les autres disent des grosses bêtises. Mais au moins, on va voir. Parce que eux, ils nous disent peut-être que les autres disent des grosses conneries, mais ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, on voit pas notre quotidien, on voit pas que notre quotidien est meilleur. Je suis désolé. Donc vous préférez aujourd'hui faire le choix des extrêmes, qui sont des incompétents notables et notoires, et qui vous promettent un programme économique du côté du nouveau Front Populaire, qui est chiffré à 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an, et du côté du Rassemblement, 130 milliards. 140 milliards du côté du RN. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, et je n'aurai de cesse de le dénoncer. C'est le festival des balivernes et des utopies. Et donc moi, effectivement, je préfère aujourd'hui que le 30 juin et les 7 juillet prochains, notre pays accorde une majorité, effectivement, à nos députés, le député de la continuité, parce que moi, je le reconnais, et ne comptez pas ici sur moi pour faire preuve de langue de bois. Notre bilan, il n'est pas parfait. Et loin de moi l'idée aujourd'hui de vouloir vous dire tout a été parfait, on peut avancer, on fonce. On a cartonné pendant 7 ans. Non, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Mais c'est pas pour autant qu'on doit aujourd'hui laisser le pouvoir aux mains des extrêmes. Aux mains des extrêmes qui ne cherchent qu'à diviser notre pays. Mais juste, Shannon Seban, je vous jure, et le problème que vous avez, c'est que vous ne comprenez pas les Français. Les Français, à un moment, on leur a dit ça depuis des années et des années. Les Français, on leur a dit ça, c'est il faut pas voter ci, il faut pas voter ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas écouter ci, il faut pas écouter ça. Les Français, ils se disent, nous, ça fait des années qu'on est je vous le dis, on est dans une précarité immense. On a fait confiance à ce nouveau président, à Emmanuel Macron. On s'est dit, bah tiens, on va faire le pari d'Emmanuel Macron. On ne le connaissait pas bien. On s'est dit, bah tiens, on va faire ce pari-là. Ils ont fait ce pari, ils l'ont fait une première fois. Ils l'ont fait une deuxième fois, et ils se disent, pour l'instant, ça fait 7 ans que rien n'a bougé pour moi. Les Français, ils se disent quoi? Les Français se disent, je suis dans une telle précarité, je suis dans un tel désarroi, que ça ne peut pas être pire. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver de pire que ce que j'ai aujourd'hui? C'est ça la vraie question, et c'est ça ce que disent les Français. Et l'enjeu, véritablement, c'est de prouver pendant les quelques jours de campagne des élections législatives qui nous restent, que ne vous laissez pas avoir par les discours utopistes, les discours qui cherchent à vous retourner le cerveau et en vous faisant croire que ce sont la solution. La solution, je le dis et je le redis, et que toutes celles et ceux qui nous écoutent, Monsieur Hanouna, à votre antenne ce soir, en soient convaincus. Non, la solution ne se situe pas du côté des extrêmes. Ils ne vous mentent, ils vous manipulent. C'est un jour blanc, un jour noir. Ils instrumentalisent nos communautés. Ils ne cherchent qu'à diviser, alors que nous, aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est instaurer la paix sociale dans notre pays et jouer la carte de la continuité. Qu'est-ce qui va changer avec vous ? Très concrètement. Puisque vous
vous étiez là? Les Français, mais pour le pouvoir d'achat, je ne vais pas ici vous réciter tout notre programme et notamment les mesures que nous souhaitons porter immédiatement pour le jour d'après. Mais c'est par exemple, dès cet hiver, 200 € de moins sur les factures d'électricité. C'est des mesures en faveur de l'investissement dans l'école de la République pour mieux agir pour le pouvoir d'achat, indexer les retraites sur l'inflation. Nous avons fait beaucoup de choses pendant ces temps. En revanche, moi je pense que ce qui est important de rappeler, parce que je m'amuse aussi à analyser les votes à l'Assemblée nationale de mes opposants. Madame Mathilde Panot a voté contre à l'Assemblée nationale le projet de loi visant à lutter contre l'inflation. Madame Marine Le Pen a voté contre à l'Assemblée nationale ce même projet de loi pour lutter contre l'inflation. Et je pourrais ici vous donner des dizaines d'exemples, que ce soit pour condamner l'agression russe en Ukraine, que ce soit pour lutter contre le chômage de masse et améliorer, en tout cas aller vers le plein emploi. Ils mentent. Et moi ici, je vous donne des exemples qui sont concrets. Ce sont les résultats des votes à l'Assemblée nationale. On va rester avec vous, Shannon Seban. Puis il y aura Carl Olive qui sera avec nous par téléphone également. Emmanuel Macron pense que la majorité absolue est à portée de main. Je comprends pas. Oui, pour le RN. Oui, non mais c'est incroyable. Écoutez, on va en parler dans un instant. J'ai envie d'avoir l'avis de Shannon Seban et de Carl Olive. Et puis vous nous appelez 01 80 20 39 21. On aura Laetitia, une auditrice qui veut poser une question à Shannon Seban. Il est 16h25. On marche sur la tête sur Europe 1. Sur la tête sur Europe 1, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est sur Europe 1, il est 16h32, on est avec Shannon Seban, bien entendu, qui se présente en face de Mathilde Panot, aux législatives. Ouais, c'est un gros pari quand même. Vous y croyez, Shannon? C'est parce que c'est difficile que je me suis lancée dans cette aventure et dans ce combat, parce que, comme je le disais en début d'émission, moi, c'est véritablement l'élu, la députée sortante qui, on l'a vu encore ce matin chez vos confrères de BFM TV et de RMC, c'est l'incompétence et l'amateurisme incarné. On a l'extrait pour nos auditeurs d'Europe 1, c'est incroyable. Non mais Mathilde Panot, j'aurais pas aimé mettre à côté d'elle en contrôle. Oh là 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 là. C'est limite facile. Pour moi, cette campagne, je m'éclate. Et j'ai envie de lui dire, d'ailleurs, Madame Mathilde Panot, tous les matins quand je me réveille et que je vais sur Twitter, je me dis attention, sur quoi est-ce que je vais tomber. C'est hallucinant. Des fois, on croit, des fois, je vous assure, je me dis c'est une parodie, c'est pas possible. Mathilde Panot, c'est tellement dingue. Elle tombe tout le temps dedans. Bon, écoutez. Dans le panneau. Il y a quelqu'un en tout cas qui a foi en vous, notamment c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans les colonnes de 20 minutes il y a quelques jours disait la chose suivante: quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Attendez, et je le dis juste parce Léon Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez. Non, mais et du fait que pour le Front Populaire, contrairement au Front Populaire de 36 et au nouveau Front Populaire aujourd'hui, nous avons réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Donc juste, vous avez pas, vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous connaissez pas l'histoire de Léon Blum? Comment? Vous connaissez pas l'histoire de Léon Blum? Si, je l'ai même écouté à vélo quand je faisais 1000 km tout cet été. Donc si, je vous assure que je la connais bien. Non mais c'est une farce. Ça date de cet été. Non mais sans rigoler. On a découvert Léon Blum l'été dernier. C'est vrai que c'est très drôle ça. Elle a découvert Léon Blum l'été dernier. Elle va nous dire j'ai découvert Napoléon décembre dernier à Noël. Je savais pas qui c'était. Là il y a un cadeau là sous le sapin. Mais c'est qui ça? Une petite figurine de Napoléon, c'est qui ce gars? Non mais attends, mais c'est un truc de fou. Non mais c'est des génies. On a Laetitia en ligne. Merci Laetitia d'être avec nous. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 01 80 20 39 21 si on marche sur la tête sur Europe 1, c'est votre nouveau rendez-vous. Laetitia, vous vouliez réagir. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Vous habitez où? De rien, j'habite dans le 45 à Beaugency. Beaugency, je connais très bien. C'est à côté d'Orléans, oui. Je sais, j'ai sévi là-bas. Là-bas aussi. Décidément. Décidément. Laetitia, vous faites quoi dans la vie? J'étais conductrice de taxi. D'accord. Et en fait, maintenant, je suis en congé parental parce que j'ai 2 enfants de 6 mois et 10 ans. C'est magnifique. Un qui est autiste. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mathieu. Mathieu, vous lui faites de gros bisous de ma part. Et si vous passez à Paris, si un jour, si je suis sur Europe 1 ou sur C8. Mais on s'est déjà croisés, Cyril. On s'est déjà croisés sur le plateau TPMP. C'est vrai? J'étais sympa? Mais oui, trop, même avec ma mère, elle s'est mise à pleurer, enfin bon. Ah oui, mais non, non, c'est surtout parce qu'elle revoyait son ex. Merci Laetitia d'être avec nous. Vous vouliez poser une question à Shannon Seban, qui est notre invitée sur Europe 1. Écoutez, en fait, avec tout le respect que je vous dois, vraiment, je voulais savoir, ou plutôt réagir
par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je pense que la priorité, pourquoi les gens votent extrême et RN, c'est parce que je pense que c'est tous ces petits faits divers qui s'accumulent, ce manque de justice. Et excusez-moi, vraiment, encore une fois, avec tout le respect que je vous dois, qu'est-ce que ça vous coûtait, en gros, par exemple, quand un délinquant est arrêté parce qu'il a commis un OQTF, voilà, par exemple, qui a commis un truc grave, coup de couteau, etc. Qu'est-ce que ça coûte de le condamner plus longuement? On ne demande pas une justice expéditive, si vous voulez. Il faut que les choses se fassent. Il y a des investigations, une enquête, ce qui est normal. Mais pourquoi ne pas faire des peines plus longues, tout simplement, pour pas éviter la récidive? Moi, avec 2 enfants, on ne se sent pas en sécurité, prendre les transports, etc. Mais c'est inconcevable. Vous comprenez? Alors, au bout de 7 ans, pourquoi ne rien avoir fait du Dupond-Moretti? Il est bien gentil, mais des peines plus longues, juste ça serait déjà formidable. Mais Laetitia, je vous dis, ce que vous venez de dire, je vous jure, ça résume exactement ce que pensent les Français. Et je vous dis, j'aime tellement, moi j'aime tellement la France, et les Français, je le dis tout le temps, parce que vous m'avez tellement donné, et je vois que vous êtes une personne c'est pas une personne qui a de la haine, Laetitia. C'est pas une personne qui en veut à son prochain, c'est une personne juste qui a envie de pouvoir se promener avec son mari, tranquille, avec ses 2 enfants, et ne pas se dire il va m'arriver quelque chose. Elle veut être tranquille, et c'est ce que veulent les Français. Les Français, moi, combien j'ai de potes qui me disent, moi, j'ai juste envie de pouvoir me promener avec ma petite copine dans la rue, qu'elle ait une jupe, et qu'on se promène main dans la main, et qu'on n'ait pas peur d'aller en boîte le samedi soir, qu'on n'ait pas peur d'aller se promener, qu'on n'ait pas peur. Et en fait, aujourd'hui, les Français, je vous dis, ils ont ils ont deux priorités, c'est le pouvoir d'achat et l'insécurité. Et pourquoi le Rassemblement national est si haut? Parce qu'il tape sur le pouvoir d'achat et l'insécurité. Et aujourd'hui, Laetitia, ne croyez pas, parce que j'en ai marre d'entendre des gens qui disent, qui jugent les électeurs de tel ou tel parti. Laetitia, juste, elle a envie de pouvoir vivre tranquillement, et d'être en sécurité. C'est ça, Laetitia. Mais exactement, moi par exemple, en tant que conductrice de taxi, je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de collègues qui nous écoutent, du coup, ils savent très bien de quoi je parle. Moi, je n'oserais plus travailler la nuit, par exemple. Voilà. Avant, je travaillais la nuit. C'est inconcevable aujourd'hui que je travaille la nuit. Il y a plein de choses. Paris, c'est pas, comme le dit M. Verdet, Paris, c'est une ville super. En fait, elle a un beau potentiel. Moi, j'ose plus travailler la nuit à Paris. C'est plus possible, en fait. Laetitia, il y a plein de choses qu'on pouvait faire qu'on ne peut plus faire. Alors, Shannon Seban. Mais c'est ça. Est-ce que vous pouvez répondre à Laetitia? Parce qu'en répondant à Laetitia, je pense que vous allez répondre à bon nombre de Français. Shannon Seban, qui est bien sûr de la majorité présidentielle. Merci beaucoup, bonsoir Laetitia, merci beaucoup pour votre réponse. Et effectivement, moi je vous rejoins sur le constat, venant moi-même des quartiers populaires, bien évidemment. Je comprends ce sentiment d'insécurité et je le partage. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, nous agissons et nous continuerons à agir. On a d'abord renforcé les effectifs des polices, de la police de proximité en plein cœur de nos quartiers pour lutter contre les incivilités. Et moi, je suis issue du 93 où j'ai vécu notamment les émeutes en juillet dernier suite au décès de Naël. Donc, je sais ce que c'est véritablement et je vous parle ici en connaissance de cause. Donc, d'abord, moi, je crois que les solutions, elles doivent passer par une présence sur le terrain qui est renforcée de nos policiers municipaux et de proximité en tout cas. Ensuite, il faut pouvoir traiter le mal à la racine. Et pour moi, aujourd'hui, on a besoin d'agir sur un levier qui est celui de l'éducation. Et je crois qu'on a besoin, effectivement, de faire en sorte de restaurer la parentalité, et c'est d'ailleurs tout l'objet d'un projet de loi qui va être présenté par Éric Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti, il sera plus là, dès cet été. Et donc, effectivement, de pouvoir restaurer la parentalité. Et parce que la délinquance commence dans notre pays dès le plus jeune âge, de pouvoir faire en sorte de mieux punir les délinquants mineurs. Et donc nous, ce que nous souhaitons avec notre majorité, c'est effectivement revoir l'excuse de minorité pour les mineurs délinquants. Shannon Seban, je vous jure, et je vous adore, mais je suis sûr que Laetitia, elle attend pas cette réponse. Laetitia, elle attend de savoir ce que vous allez faire des OQTF. Elle attend de savoir c'est quoi ces histoires de gens qui prennent des coups de couteau tous les jours par des OQTF. Les Français, ils pensent à leur quotidien et ils entendent tous les jours des choses où ils se disent on marche sur la tête. C'est le nom de cette émission sur Europe 1. C'est un truc de fou en fait. Et quand ils entendent on va faire et on va dire comme le président, excusez-moi. Je crois que sur les OQTF quand même on a fait pas mal de choses, monsieur. Oui, mais je sais. Mais le président, quand le président il dit il y a cette petite fille qui se fait violer, c'est un viol immonde, c'est quelque chose, toute la population française s'est dit ça pourrait être ma fille, ça pourrait être ma petite fille, ça pourrait être ma sœur. Qu'est-ce qu'il dit le président?
on va se réunir, on va faire des réunions pour savoir comment les parents, une réunion d'1 heure pour savoir comment les parents peuvent éduquer leurs enfants. Non mais on marche sur la tête, excusez-moi. Les Français, ils se disent, mais ils deviennent fous. Je vous le dis. Et tiens, petite parenthèse aussi, sur ces personnalités qui prennent la parole. Je les ai entendus, hein, alors il n'y a pas de problème, qui prennent la parole sur Naël, ce petit ange, etc. Je comprends. Alors je peux en comprendre, voilà, certains qui ont pris la parole. Je les ai pas entendus, hein, sur la jeune fille là, sur la jeune fille à Courbevoie, qui a sa vie brisée. J'en ai pas entendu un, hein. J'ai pas entendu Corinne Maziro, j'ai pas entendu Malik Bentala, j'ai pas entendu Kylian Mbappé, je les ai pas entendus, hein. Non mais vous les avez entendus vous? Moi je les ai pas entendus personnellement. Je les ai pas entendus, je les ai ni vus sur les réseaux sociaux, ni entendus. Donc voilà. Laetitia, merci d'avoir été avec nous en tout cas. Je vous en prie, merci. Et puis voilà, encore une fois, les enfants c'est la priorité. Exactement. Justice, voilà. Merci Laetitia, on vous comprend totalement. Je vous fais de gros bisous Laetitia et vous revenez me voir quand vous voulez, même avec votre maman. Avec plaisir. Et vous lui dites bien que je ne l'ai pas oublié. Merci. Merci Laetitia. Merci d'avoir été sur Europe 1. Tout ce que je dis depuis le début là, Gauthier, on va voir Carl Olive au téléphone dans un instant, j'aimerais qu'il réagisse aussi. Mais il y a priorité au direct, il y a eu une petite altercation entre Gabriel Attal et Raphaël Arnaud. Exactement, Gabriel Attal est en déplacement pour soutenir le candidat macroniste face à Raphaël Arnaud dans le Vaucluse. Raphaël Arnaud, on rappelle, c'est ce candidat qui fait ultra polémique de la France Insoumise, qui a 3 fiches S contre lui, qui est accusé de menaces de mort. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre lui cette semaine encore par Alice Cordier et Mila notamment. Et donc, il a voulu faire le buzz et avoir une petite séquence à montrer sur les réseaux sociaux. Donc, il est allé au contact de Gabriel Attal. D'ailleurs, à la fin de la séquence, il finit par être expulsé par les gardes du corps du Premier ministre. Et donc, Gabriel Attal lui a dit « C'est une honte, je dénonce tous les extrêmes, tous ceux qui carburent à la haine, et vous en faites partie ». Et il a rappelé les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui disait il y a une dizaine de jours que l'antisémitisme était résiduel, alors que vous avez rappelé ce qui s'est passé cette semaine avec Courbevoie. Il a eu bien raison, Gabriel Attal, de le dire ça. Et vraiment, je vous dis, mais regardez ça. Non mais Raphaël Arnaud, il va se présenter pour être député. Non mais dans quel monde on vit? Dans quel pays on vit? Des gugus pareils, excusez-moi. Il va voir le Premier ministre. C'est le Premier ministre encore, Gabriel Attal. S'il vous plaît, on n'est pas... Mais on est où là? On n'est pas dans une cour d'école. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Non mais Éric Nolot, ça me rend fou ça. Mais c'est leur carburant électoral. C'est leur carburant électoral. Aujourd'hui, on se rend bien compte. Shannon, c'est bon. Ils ne vivent encore une fois. En mieux. Mais... Excusez-moi, monsieur Nolot. Non, mais j'ai changé en mieux. Non, mais allez-y, Shannon. Non, moi, si vous voulez, bien évidemment qu'il y a de la colère. Bien évidemment qu'il y a de la colère, mais il y a aussi beaucoup de peine. Parce qu'ils salissent notre pays. Et quand moi, je vois l'écharpe tricolore sur ce genre de personnes-là, c'est même pas des gens qui sont respectables, excusez-moi, ils n'ont aucun respect pour la République, ils n'ont aucun respect pour nos institutions, ils n'ont aucun respect pour nos électeurs. C'est ça aujourd'hui l'image qu'on souhaite donner de la France quand je vois un drapeau palestinien brandi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais où est le respect ? Où est le respect ? Moi, quand je vois, regardez la liste des personnalités qui ont été investies par le nouveau Front Populaire, quand on voit un fichier S, quand on voit des personnalités qui ont été convoquées pour apologie du terrorisme, quand on voit qu'on a quand même des Raphaël Glucksmann qui osent vendre leur âme pour faire alliance avec un nouveau Front Populaire, ils ne sont d'accord sur rien, mais c'est quoi ce bordel ? Excusez-moi, c'est quoi ce bazar ? Il faut dire les choses. Et que le 30 juin et le 7 juillet prochain, celles et ceux qui vont déposer un bulletin dans l'urne et qui veulent faire vivre notre démocratie fassent également vivre nos valeurs républicaines. Parce que je peux vous assurer que la gueule de bois, le 8 juillet, elle sera très rude pour nous toutes et tous. Éric Nolot. Non, mais il faut se mettre une chose en tête, c'est que pour l'extrême gauche, il n'y aura aucune limite dans l'antisémitisme. Bien sûr. Et il n'y aura aucune limite dans la glorification des voyous. Ils sont amoureux des voyous. Donc l'affaire Arnaud, c'est juste un épisode on a vu David Guiraud, c'est la dernière fois dans cette vidéo, il disait je connais des gens au lourd passé qui vous auraient frappé. Oui, exactement. Voilà. Non mais ils se prennent tous pour parce que je pense qu'ils auraient rêvé d'être des voyous en fait. Mais Louis Boyard que vous connaissez bien, monsieur Hanouna, ancien dealer de cocaïne. Enfin, il y a un moment, il faut dire des choses. Non mais c'est un dealer de cocaïne, mais c'est incroyable. Mathilde Panot a dit qu'elle ne voyait aucun problème à la législation, à la mise en place de Raphaël Arnaud. Elle a même dit on réfléchit quand on investit nos candidats. Mais alors qu'est-ce que c'est quand vous ne réfléchissez pas? Non mais attendez, Mathilde Panot qui dit qu'elle réfléchit. Vous avez entendu tout à l'heure sur l'histoire et la géographie. Je vais vous dire, à mon avis, il faut mieux qu'elle commence déjà à apprendre. Après, elle pourra réfléchir. Oui, Pascal de la Tour du Pin. Le Front Populaire, c'est la politique du chaos. On le sait, il se manifeste comme ça à l'Assemblée nationale en permanence, avec des actes forts pour pouvoir exister. C'est la culture de l'extrême gauche. Mais la question que je voudrais vous poser, Shannon Seban, la faute à qui aujourd'hui? Est-ce qu'Emmanuel Macron, de là où il se rend compte de la situation, de la fracture de la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Il y a deux clans, et c'est vrai que quand je vous entendais répondre à cette auditrice,
Vous employez parfois le terme de on est dans la continuité. Regardez ce qu'on a fait, on est dans la continuité. Mais je pense que c'est plus audible en fait. Je pense que c'est plus audible. Moi, la question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron, avec sa dissolution de l'Assemblée nationale, avec ses propos, il est persuadé que ça va passer. Est-ce qu'il se rend compte du haut dans son château de la situation aujourd'hui ? C'est la question la plus longue de l'histoire. Alors, oui. Donc la question, c'est est-ce que le président se rend compte ? Est-ce que vous aimez la vie ? C'est en fait ça. Oui. Alors. Non, mais attendez, moi je crois que on a un président de la République, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est lucide. Et donc c'est effectivement, quand on aime son pays, on prend des risques. Et le risque là qu'il fallait prendre pour respecter nos concitoyens, c'était effectivement de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, je vous le dis, il a foi en les Français. Et quand on aime son pays, on ne laisse pas le pays dans un état pareil. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il soit responsable de la montée de la France insoumise. C'est pas lui qui investit les candidats aux élections législatives. C'est pas lui qui choisit d'investir un fichier S. C'est lui qui a des gens indignes. Là, on prend 3 cas. Ok, on peut discuter de Raphaël Arnaud. D'accord. Moi, je trouve que sa candidature est légitime, mais on peut discuter. Pardon ? Moi, je trouve que sa candidature est légitime. Il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné. Je suis désolé. 3 fois. D'accord. Fichier S, il y en a des dizaines de milliers. Il y en a des dizaines de milliers. Et c'est pas un fichier de condamné. Et c'est un fichier d'observation de comportement. Donc moi, ma question, elle est simple. Là, vous tapez d'une manière, je trouve, ultra violente sur la réputation du nouveau Front populaire. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un argument bien court, en fait ? De traîner dans la boue ses adversaires à ce point-là. Je ne traîne pas dans la boue. Je veux que nos concitoyens ouvrent les yeux. C'est la réponse. Je ne traîne pas dans la boue mes adversaires, monsieur Verdez. Moi, quand j'aime les Français, je ne peux pas aujourd'hui les laisser plonger dans le navire. Enfin, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui ce qu'on a face à nous ? Et encore une fois, je respecte les électeurs, de gauche comme de droite, d'extrême gauche comme d'extrême droite. En revanche, je ne respecte pas les personnalités politiques qui mentent de façon éhantée à nos concitoyens. Et moi, quand j'entends aujourd'hui des personnalités d'extrême gauche et d'extrême droite nous promènent monts et merveilles et investir des candidats qui, à mon sens, n'ont pas à être des élus de la République, moi, ça m'agace. Ça, c'est un jugement de valeur. Ça m'agace. Et donc, c'est mon rôle. C'est mon rôle quand je prétends aujourd'hui à être une élue de la nation, une élue de la République. Quand on aime son pays, eh bien on dit les choses et on les dénonce. Sinon, je reste les bras croisés et je reste chez moi. Quand on est une femme de combat, on dit les choses et on les combat sur le terrain.